Bonjour et bienvenue à la Chute Express, votre rendez-vous pour tout savoir de l'élection 2024 et des procès de Donald Trump. C'est parti. Lundi 6 novembre, Donald Trump était à New York pour son procès pour fraude, un procès particulier puisque Trump a été reconnu coupable de son premier chef d'accusation et donc à New York pour tenter de limiter la casse et de limiter le montant de l'amende à payer. La procureure demande 250 millions de dollars et si c'était le cas, cela signifierait la fin, la chute de l'empire financier de Trump. Donc Trump s'est retrouvé à la barre lundi, une émission qu'on vous a fait vivre en direct, 6 heures de direct, une édition spéciale que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Et Trump a été à la hauteur de ce que l'on attendait, de ce que l'on redoutait de la part de l'ex-président. Il a été extrêmement agressif, il a évité souvent de répondre aux questions en tentant de partir dans des chemins de traverse. Et puis, il y avait une stratégie qui avait été mise en place par ses avocats, une stratégie qui a duré une bonne une heure et demie, où Trump et ses avocats ont tenté de faire craquer le juge afin de créer un espèce de vice de force. Mais ça n'a pas fonctionné, d'autant plus que, au bout d'un moment, calmement, le magistrat a informé Trump, lui a rappelé plutôt que dans le cadre de ce procès très particulier, donc c'était le juge qui était aussi le jury et que donc c'était à lui de déterminer en fin de course quel serait le montant de l'amende payée par Trump, ses fils et la Trump Org, avec cette menace à la fin de peine de mort commerciale, c'est-à-dire le retrait des licences économiques des 500 entités qui forment la Trump Org et avec l'interdiction de faire du business à New York avec des banques qui ont un pied-à-terre à New York pendant plus de 10 ans. Sinon, à part ça, à part Trump, est-ce qu'il y avait quelque chose d'important à retenir? Oui, ce moment clé qui va venir hanter Trump lorsque, dans un long monologue, il a reconnu le motif de ces fameuses déclarations frauduleuses où Trump augmentait de parfois 200, 300, 400% la valeur de ses biens. Il a reconnu que ces déclarations étaient là pour obtenir des crédits et donc a permis au procureur de pouvoir donner à Trump ce qu'on appelle en anglais un intent, donc une intention d'arnaquer les banques et donc de motif pour la fraude. Donc ça, c'était lundi. On va revenir mercredi sur le témoignage qui était celui de Ivanka. On va en parler dans quelques minutes. Mais avant ça, on passe à mardi 7 novembre. Et mardi 7 novembre était la dernière soirée électorale, le dernier rendez-vous extrêmement important avant l'élection de 2024, avec des élections dans de multiples États. Et une très très bonne soirée pour les démocrates, malgré les sondages. Donc c'est un enseignement aussi lorsque au quotidien on vous donne des sondages qui vont dans une direction ou dans une autre. Non seulement à un an des élections, ces sondages n'ont que peu d'intérêt, que peu de sens, mais dans tous les cas, depuis 2022, avec les élections de midterm et depuis tous les scrutins intermédiaires, les démocrates performent mieux que les républicains qui sont hantés par la décision il y a quelques années de revenir au niveau de la Cour suprême, de revenir sur la loi Roe v. Wade, et donc qui encadrait le droit à l'avortement aux États-Unis. Ce droit à l'avortement a été donc remis en question et a été remplacé par un arrêt qui donne désormais le choix aux États. Donc ce sont les États qui décident de faire ce qu'ils veulent avec l'avortement. On a vu plusieurs États conservateurs américains comme le Texas, par exemple, ont interdit l'avortement ou l'ont extrêmement limité. Certains États vont jusqu'à la poursuite des femmes qui désireraient se faire avorter ou des médecins ou des maris qui accompagneraient leurs femmes dans une clinique. Et donc, depuis cette décision-là,
on se rend compte qu'il y a une partie de l'électorat qui dépasse le cadre des démocrates, qui va voter contre les républicains, d'autant plus lorsque le droit de l'avortement est en question. Il y avait pas mal de référendums, on sait dans l'Ohio par exemple, mais les deux élections qui nous ont le plus intéressés, les trois élections plutôt qui nous ont le plus intéressés, c'est le Kentucky où Trump avait fait plus de 60% des voix en 2020 et pourtant le gouverneur démocrate a été réélu, améliorant son score de partout. Donc avec une candidature qui était à la fois celle d'un candidat sortant, mais aussi d'un candidat ouvertement de gauche. Donc c'est extrêmement intéressant d'avoir vu cette espèce de glissement. Il y avait la Pennsylvanie aussi, dont on a très peu parlé et qui pourtant il y avait des élections clés qui permettaient entre autres le contrôle de la Cour suprême de la Pennsylvanie. Pourquoi c'est important? Parce que la Pennsylvanie est un de ces États clés où l'élection va se jouer en 2024 et il y avait un risque que des pro-Trump s'emparent de l'appareil législatif et que donc même en cas de défaite de Trump en 2024, ces résultats ne soient jamais certifiés. Dernier point, l'élection en Virginie où le gouverneur républicain Glenn Youngkin jouait énormément. Il souhaitait non seulement faire tomber la Chambre des représentants au niveau de l'État où il y avait une majorité démocrate, mais renforcer sa majorité au Sénat. Encore une fois, le Sénat au niveau de l'État. Résultat, une défaite complète parce que ce sont les démocrates qui ont gagné dans les deux chambres. Et pour Youngkin, c'est terrible parce que Youngkin, on en parle peu. Mais c'était quelqu'un qui, pour beaucoup de soutien du Parti républicain, dont Rupert Murdoch, qui est le créateur, le PDG de Fox News, ils estimaient que Youngkin pouvait devenir, à partir de l'été prochain, une alternative à Trump si Trump était trop embourbé dans les affaires. Avec les résultats dans son propre État, après avoir investi des centaines de millions de dollars dans cette campagne, c'est un échec personnel pour le gouverneur qui vient certainement en plus de passer à côté de ses chances d'être l'alternative de Trump si Trump tombe dans les affaires. Les affaires, on y retourne avec le mercredi 8 novembre, c'est encore une édition spéciale de 7 heures de la chute avec Ivanka Trump qui venait témoigner à New York. Donc Ivanka Trump, la grosse différence, c'est que son père et ses deux frères, Don Jr. et Eric, témoignaient en tant que co-inculpés. Elle, profitant de la prescription, était là simplement comme témoin. Elle avait tout fait dans les semaines précédentes pour ne pas venir, et donc elle est venue, elle a finalement témoigné. Évidemment, il y avait un contraste sur la forme avec son père, elle était plus dans la douceur, voire par moments dans la complicité et le charme. Mais dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est partie dans cette ligne de défense qu'on a vue chez tous les Trump, qui était de dire je ne m'en souviens pas, et d'essayer de minorer ses responsabilités au sein de ces affaires de fraude, de déclaration fiscale augmentée, lorsque par exemple Eric Trump commençait ses dépositions en expliquant que son boulot était de verser du ciment, qu'en gros c'était un maçon au sein de la Trump Org. Elle nous a expliqué en long, en large et en travers, c'était les seuls moments d'ailleurs où elle n'avait plus de problème de mémoire, elle nous a expliqué que son boulot était de redécorer les lieux, de planifier tout ce qui était le design de ses golfs et de ses propriétés rachetées par son père, alors que dans la réalité, le rôle de Ivanka Trump au sein de la Trump Org était Executive Vice President of Acquisition, donc la vice-présidente des achats, les achats étant évidemment pas les fournitures scolaires ici, mais les achats de terrain, les investissements du groupe. Et à ce titre-là, et c'est ça ce qui était gênant, parce que c'est au cœur
des raisons qui ont poussé Trump à tomber dans ce système de mensonges et de fraude. Donc au cœur de ce système, une proposition complètement folle présentée par Jared Kushner, le mari d'Ivanka Trump à Ivanka Trump, qui venait de la Deutsche Bank, qui avait la possibilité de financer l'expansion du groupe Trump à des taux de crédit extrêmement intéressants. Et c'est ce taux de crédit qui va rendre fou Trump. Il faut se replacer dans le contexte. On est en 2011. Trump, à ce moment-là, sort de plusieurs faillites consécutives. Il n'y a plus aucune banque qui veut lui faire des crédits. Les seuls crédits qu'on lui propose, c'est des crédits à court terme, des crédits avec des taux d'intérêt dépassant les 6%. Et d'un coup, Ivanka arrive en disant, voilà, on a la possibilité d'aller à la Deutsche Bank qui, en gros, nous propose des taux de crédit de 2%. Et là, Trump, évidemment, est all-in sur cette idée-là. Le problème, c'est que la Deutsche Bank va demander deux choses. Elle va demander que chaque année, Trump présente une déclaration sur sa propre fortune et que, condition sine qua non pour avoir accès à cet argent sous risque de refus, de limitation du montant et de pénalité, que Trump maintienne chaque année une fortune d'au moins 2,5 milliards de dollars hors dette. Et donc pour arriver à ce chiffre de 2,5 milliards par an, Trump fait augmenter la valeur de ses biens, trichant sur le prix du mètre carré, trichant sur la surface de son propre appartement afin de garantir cette limite, un minimum de fortune, recevoir de l'argent, s'enrichir grâce à cet argent qui lui est prêté de manière frauduleuse. Et c'est vraiment le cœur du procès, un procès qui reprend la semaine prochaine. Jeudi 9 novembre, le sénateur Joe Manchin, un élu démocrate plutôt centriste de la Virginie occidentale, annonce qu'il ne se représentera pas, et c'est une très mauvaise nouvelle pour Joe Biden. Alors c'est vrai que Manchin a une très mauvaise réputation au sein des démocrates parce que il a fait plusieurs fois cavalier seul et a handicapé Biden dans plusieurs de ses volontés de réforme, mais globalement ça reste quelqu'un qui a voté à 87% pour les projets de loi de Biden, et qui, par exemple, aussi a été la voix, et c'est extrêmement important, la voix déterminante qui a permis que les candidats pour devenir des juges fédéraux mis en avant par Biden passent. Et pourquoi c'est une mauvaise nouvelle, du coup, cette décision de prendre la retraite? C'est parce que Joe Manchin est un élu dans un des États les plus républicains, et qu'il n'y a aucune chance qu'un démocrate arrive à s'imposer en Virginie occidentale. Ce qui veut dire qu'en 2024, les républicains ajoutent un siège à leur nombre au Sénat, le Sénat où la majorité est extrêmement faible, et ce qui rend extrêmement compliqué, pas impossible, mais extrêmement compliqué pour les démocrates de garder leur majorité au Sénat. Donc évidemment, on va suivre ça. On va suivre aussi le fait que Joe Manchin est proche de ce mouvement, de ce groupe qui s'appelle No Labels, qui se veut un groupe centriste hors étiquette qui souhaiterait présenter un candidat indépendant à la présidentielle de 2024. Mon avis, qui est juste mon avis, c'est que Joe Manchin ne se présentera pas, mais pendant plusieurs mois, il va flirter avec cette idée, il va se rapprocher de ce mouvement No Labels, qui va lui donner une attention nationale qu'il désire, qui va lui donner l'opportunité, par exemple, de publier un livre, d'avoir une plateforme, mais qu'à la fin, Joe Manchin ne se présentera pas parce qu'il sait qu'il n'a aucune chance de gagner.
Donc ça, c'était le jeudi. On passe au vendredi 10 novembre et on va au Congrès où le chaos, d'une certaine manière, continue, puisque les républicains ont essayé toute la semaine de s'entendre sur la manière d'éviter le shutdown qui arrive, donc qui arrive le 17 novembre et qui est la date limite pour financer le budget du gouvernement américain. Et les républicains, ça a été la raison de la crise qui avait amené la démission forcée de Kevin McCarthy et tout les fiascos qu'on avait suivis ensemble de candidatures qui n'avaient pas abouti pour finalement arriver sur le MAGA Mike Johnson. Et donc les républicains sont dans une position où il est impossible aujourd'hui, d'entre elle modérée et elle radicale, qui est celle MAGA, de s'entendre sur cette espèce de plan à court terme, de budget à court terme qui irait jusqu'en janvier, donc qui repousserait le problème en janvier, mais qui financerait le gouvernement américain jusqu'en janvier. Et il y a un vote qui arrive mardi. Et l'idée de certains républicains, c'est d'essayer de se dire peut-être il faut regarder dans le côté démocrate et qu'on trouve un plan bipartisan pour éviter le shutdown. On rappelle que c'est ce plan bipartisan, le CR45, qui avait entraîné la chute de Kevin McCarthy. Donc on va suivre ça avec attention. Donc ça, c'était vendredi et on passe à la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on va surveiller donc évidemment mardi ce qu'il se passe à la Chambre des représentants autour du shutdown. À partir de lundi, c'est la défense de Trump qui va présenter ses témoins et ses experts à New York. On va suivre ça aussi extrêmement de près. Le 15, c'est dans le Colorado. Alors on a fait aussi des émissions spéciales. Faut-il disqualifier Donald Trump? Le 15, il va y avoir les plaidoiries des pro-14e amendement qui souhaitent que Trump ne soit pas président et des avocats de Trump. Et évidemment, on va surveiller aussi de près, même s'il n'y a pas de date officielle de ce qui est en train de se jouer en Géorgie. On sait que du côté de Fani Willis, il y a des propositions de plea deal, donc de collaboration qui ont été envoyées à 6 co-inculpés de Donald Trump. Et donc, on va voir ce qui se passe. Voilà, c'était votre chute express, votre résumé de tout ce qu'il faut savoir sur l'élection 2024 et les procès de Donald Trump. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche. Samedi, si vous nous suivez et vous nous soutenez sur KissKissBangBang, ça fait partie des bénéfices que vous avez, des contreparties, comme aussi par exemple participer à notre chat privé de la chute. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Dans tous les cas, on se retrouve, nous, pour vos programmes La Chute, le Space de la Chute, toute la semaine. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la sonnette. Merci de votre confiance. C'était La Chute Express.